Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce mardi matin, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30. Nous vous donnons rendez-vous, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but de cette émission. Une caravane qui s'étendra donc sur 40 jours et qui sillonnera 26 localités et villes de la Guinée. Une initiative de l'Union européenne à travers donc le centre d'appui au processus électoral. Objectif, s'aimer donc la parole de la paix et de la non-violence pour un scrutin présidentiel apaisé le 11 octobre prochain. De quoi il sera question au cours de cette caravane. Pourquoi sera-t-elle ponctuée? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Dominique Ouert, il est représentant du Centre européen d'appui au processus électoral en Guinée, maître d'œuvre de cette caravane dite donc des savoirs. On va s'intéresser évidemment à ceci aussi. C'est officiel, les Guinéens sont convoqués aux urnes le 11 octobre prochain pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ainsi en a décidé hier le chef de l'État, Alpha Condé, à travers un décret lu sur les médias d'État. Toutefois, le chemin qui mène à ce scrutin ne semble pas totalement déblayé. En témoignent les hésitations dans la mise en œuvre de l'accord politique global du 20 août signé par les partis guinéens. Qu'en est-il de l'application de cet accord? Tous les risques de couac sont-ils écartés? C'est la grosse question qu'Aboubacar Diallo pose ce matin. Maître Cheikh Sako, ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, président du dernier cadre de dialogue interguinéen, il va s'exprimer ce matin chez les GG. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Moïse. Bonjour. Roby, bonjour. Bonjour. Djibril, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Aboubacar Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse à l'actualité. Vous dites si bien, mon cher Roby, Ebola vers le bout du tunnel. Vers le bout du tunnel, enfin. Il faut d'abord rappeler les chiffres. Il faut dire que depuis le début d'Ebola, selon la coordination, les dernières statistiques, en tout cas relevées par cette coordination, il y a eu quand même 3337 cas confirmés depuis le début de cette épidémie d'Ebola, oui, dont 2007 décès. Mais depuis 3 jours, on a assisté quand même à une baisse drastique des chiffres de cas confirmés. On a 5 cas, dont 3 confirmés. Et dans les 3 confirmés, il y a 2 au centre de traitement de Nongo, selon TAS, qu'on a eu ce matin. Et c'est important de rappeler, ça ne vient pas de moi, parce que si jamais... Et dont un cas dans le centre de traitement à Forêt-Carrière. Donc, Ebola, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de cette épidémie? C'est pas le moment de crier victoire quand on sait que au Libéria, on avait crié victoire. Il y a toujours un mais, oui, mais il faut toujours mettre un mais. Oui. Absolument. Ouais. Parce que voilà, on va crier victoire tout à l'heure parce qu'on a 5 cas, dont 3 confirmés. On va se retrouver avec une quinzaine dans quelques jours parce qu'on aura baissé les gardes. C'est bien de féliciter la coordination, dire vous avez fait un gros boulot, mais il faut encore rester vigilant. C'est important de le souligner. La Sierra Leone, ça fait 3 fois la Sierra Leone annonce 0 cas Ebola et à chaque fois ça rebelote, on a un nouveau cas. Ouais. Donc c'est important de dire à cette coordination-là que c'est bien, vous avez fait du gros boulot. Ça va, on a 5 cas, 3 confirmés, 2 à Nongo, 1 à Forêt-Carrière, mais c'est pas le moment de crier victoire parce que Ebola, même si c'est un seul cas, il faut rester vigilant. Bien. Ouais. C'est vrai que Forêt-Carrière a toujours du mal à se tirer d'affaire. Mais ce qu'il faut ajouter, absolument. Ce qu'il faut ajouter, c'est que malheureusement, Ebola continue donc de sévir. Voilà. Et en plus, ils nous ont rejoint dans ce studio ce matin, bien en Sobi. Absolument. Oui, les deux. Et chez le Premier ministre quand même, il faut le souligner. Absolument, chez le Premier ministre. Voilà. Donc Ebola reste collé. Il y va tout le temps. Et reste là. Ebola reste collé à Forêt-Carrière comme une seconde peau. Bien. Ce qu'il faut rajouter, c'est que ce que Roby n'a pas souligné, c'est que il a parlé tantôt de 3 cas confirmés, donc 5 cas, 2 cas suspects. Parmi les proches de ces personnes malades, il faut noter que deux ont disparu, donc se sont volatilisés dans la nature. Là, c'est à partir de là que pourrait naître l'inquiétude. Parce que si des proches de ces malades, deux en tout cas, ont disparu, ont pris la poudre d'escampette, aujourd'hui, on a du mal à les retrouver. Je pense que c'est inquiétant parce que ces personnes peuvent être la source d'une nouvelle propagation de la maladie. Je pense que par ricochet, mettre en danger la santé de beaucoup d'autres personnes. Je pense que
comme l'a dit Roby, il ne faut pas trop vite crier victoire. La Sierra Leone, d'un côté, en était presque sortie, en tout cas, de ce virus. Malheureusement, une femme est décédée hier et il a été confirmé que cette dame souffrait d'Ebola. Je pense que c'est important. La coordination a fait un travail magnifique avec l'ensemble des partenaires, mais il faut maintenir la vigilance jusqu'au bout. Voilà, la vigilance jusqu'au bout, c'est très important. On va s'intéresser au ministre des Droits de l'Homme, mon cher Tamba, qui se trouve du côté de Genève. Oui, depuis quelque temps déjà, c'est une présence du ministre à saluer parce que depuis plus de 15 ans, la Guinée n'a pas participé aux travaux du comité de lutte, du comité de défense des droits des travailleurs migrants en Europe, des droits des travailleurs migrants. On est historique plutôt en Guinée. Historique. Hein. Ben ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a... J'entends encore quoi la dernière fois, quand il y a eu la consultation nationale de la jeunesse, ça dit que c'est une première en Afrique. Super faux. Allez-y. Il y a de très grands... Vous savez, la référence, c'est depuis 50 ans. Les grandes gueules. Il y a de très grands rendez-vous pour lesquels la Guinée brille par son absence. Aujourd'hui, il faut saluer que le ministre des Droits de l'Homme, comme il l'a fait au moment du comité, les travaux du comité de lutte contre la torture. Vous avez vu Gassama Diaby qui a été présent. C'est encore une présence qu'il faut saluer, 15 ans après. Alors, ils sont en train de réfléchir sur la défense, sur une meilleure défense des droits des travailleurs migrants en Europe et aussi de leurs familles. Parce que quand vous parlez du travailleur, il faut aussi prendre en compte cette dimension familiale. Mais après, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que monsieur le ministre va participer à une conférence le 8 septembre prochain, une conférence sur le rapport entre l'immigration et les droits humains. Ouais. Vous avez sans nul doute entendu parler du fameux Frontex pour lequel l'Union européenne est en train de débourser des millions d'euros. C'est une manière assez drastique, c'est parfois même qualifié d'inhumain de lutter contre l'immigration. Il y a un dispositif sécuritaire incroyable qui est déployé par l'Union européenne. Pendant ce temps, on ne réfléchit pas vraiment aux causes de l'immigration, mais on s'en prend à ce phénomène de cette façon-là, à l'entrée des pays. Mais ce qu'il y a aussi autour de ce phénomène-là, c'est qu'il y a des sortes de camps de concentration qui ont été créés. On prend des migrants, on les met à l'intérieur de ces camps-là. Ils y sont sans tenir compte du principe de promiscuité. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants qui sont mis ensemble de cette façon-là. Les droits de l'homme sont encore une fois bafoués. On va espérer que cette énième communication d'un ministre travaillant dans le cadre des droits de l'homme puisse porter fruit. Mais une dernière conférence, c'est d'ailleurs un débat qui va être auquel va participer notre ministre, c'est celui finalement des droits humains, d'un point de vue général et de la paix. Ouais. Comment est-ce que le respect des droits humains peut conduire à l'établissement d'un climat de paix? Monsieur le ministre Gassama Diaby, que nous savons assez éloquent, assez connaisseur de son domaine, je crois, pourra encore une fois faire briller les images de notre pays. C'est une fierté nationale. Allez-y, Djibril. Je pense que cette situation met en lumière une contradiction diffuse de ces pays occidentaux et qui plaident pour le respect des droits humains, mais qui, en revanche, de leur côté, ne font pas suffisamment d'efforts pour le respect des droits humains. Tamba l'a dit tantôt, lorsque vous regardez les reportages qui sont diffusés sur les chaînes, vous voyez les conditions de traitement de ces immigrants qui sont retenus dans les camps de rétention sans la moindre procédure, en dehors de tout cadre légal. Vous vous demandez, est-ce que ces gens-là qui se font passer pour des parangons du respect des droits de l'homme, comment ces gens-là peuvent se permettre de traiter généralement les Africains, mais aussi des pays qui... Non, mais c'est ça, c'est ça la vérité. Allez-y. C'est ça la réalité, ne pas le dire. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, la plupart des pays européens, aujourd'hui, pataugent dans une dichotomie, dans une contradiction diffuse. D'un côté, on se fait passer pour des parangons des grandes gueules. De l'autre, on traite de manière inhumaine les migrants africains. Non, je trouve cela regrettable. Il est important de souligner qu'on ne va pas jeter toute l'opprobre sur l'Europe. Comment faites-vous si par jour vous accueillez 3000 personnes par jour dans vos pays? Comment vous faites? Non mais attendez, comment vous faites? Je pense qu'il faut avec les moyens de bord. Il faut que aujourd'hui les gens ne sont pas détenus dans des conditions inhumaines en Europe. Voilà, allez-y, Roby. Il est important de souligner que c'est bien que nos ministres africains partent à Genève participer à des conférences sur les droits de l'homme, quand on sait que la question des droits de l'homme est une question vraiment épidémique même dans nos pays. On va aller parler des migrants qui sont en Europe, mais le
problème, c'est quoi? Le problème de la migration, c'est qu'il faut le traiter à l'origine. Ce sont des pays en guerre, en Syrie, etc. Là, on les comprend, mais des pays africains qui souffrent de démocratie, qui souffrent de la gestion de leur chef de l'État, les jeunes qui quittent, qui y vont. Comment faites-vous dans un pays où chaque jour, ce matin, j'écoutais des radios qui annonçaient que l'Autriche, hier seulement, a enregistré 3000 personnes. 3000. Comment faites-vous pour créer... Mais attends, la France vient de débourser 5000 € pour construire un centre de retention. 5 000 €. 5 millions d'euros, pour construire un centre d'accueil à Calais. Comment faites-vous quand vous avez des flux de personnes comme ça? Le problème de la migration, attendez, le problème de la migration se traite à l'origine. Allons participer à des conférences, etc. Mais ce dont je veux parler ici, c'est que ces ministres-là, quand ils reviennent, il faut qu'ils restituent. Il faut que ces conférences auxquelles ils participent à travers le monde, qu'on le sente sur le terrain. Que la question de droits de l'homme, ici même, soit traitée. Je vois des enfants qui vendent dans la rue, ça c'est une question de droits de l'homme. Vous parlez de centres de rotation. Nos prisons sont des centres de rotation, de retention par excellence, ou de torture par excellence. Ce sont des questions de droits de l'homme. Beaucoup de questions de droits de l'homme sont relevées en Guinée, il faut les traiter. Merci beaucoup. Allez-y, Moussa. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que l'Europe est très, très éprouvée par cette question des droits de l'homme, mais aussi de cette question d'immigration. Mais il faut comprendre que l'Europe, c'est pas aussi un continent préparé à recevoir tout ce flux. Il y a aussi des dispositifs qui doivent être mis en amont pour préparer l'arrivée de ces migrants. Certains États européens ont fait des efforts. Je pense qu'il faut saluer cela, notamment l'Allemagne qui a fait un effort important dans l'accueil de certains migrants. Mais ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est que l'Europe aussi accueille les conséquences de sa politique internationale un peu trop souvent rigide, mais aussi non constante. Et lorsqu'on intervient dans certaines crises étrangères, et lorsqu'on ne gère pas bien ces crises, lorsque la solution qui doit apporter n'est pas apportée à temps, je pense qu'on se permet donc de recevoir ce flux de migrants. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le ministre des droits de l'homme se bat du côté de Genève. Ouais. À chaque fois qu'il y a un rendez-vous du côté du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il est présent depuis, bien entendu, l'avènement de ce régime. C'est quand même un pas à saluer. Mais ce qui est important, ce n'est pas de participer à des conférences, ce n'est pas de faire des communications au niveau du Conseil des droits de l'homme, ce n'est pas de faire des rapports, mais c'est de les appliquer sur le terrain. L'application, en ce qui concerne bien entendu le cadre guinéen de la protection, de la promotion des droits de l'homme, c'est quand même quelque chose qui est loin d'être une réalité. Merci. Il faudrait que ces efforts ne soient pas juste des efforts qui servent à caution, mais qu'il y ait une application sur le terrain. Allez-y mon cher ami. Je pense que le problème européen n'est pas un problème de moyens. Le problème européen, à mon avis, c'est un problème de politique. Leur politique de lutte contre l'immigration, c'est ce qui est surtout en jeu. C'est ce qui est souvent remis en question. Je pense qu'on a plus fait dans la circonscription du phénomène que dans sa compréhension. Pourquoi est-ce que les gens y quittent l'Afrique? Des millions, je le répète, des millions d'euros sont mis dans le cadre de la lutte contre l'immigration à partir des frontières européennes. Pourquoi n'aurait-on pas injecté cet argent au départ, c'est-à-dire les pays de départ? Dernièrement, permet à Bakar, dernièrement, nous avons participé à un séminaire régional sur l'immigration. Et c'était une question qui était revenue. Dans le cadre, par exemple, du Frontex, où on est en train de lutter contre l'immigration. Quelles violations des droits humains ne sont pas commises dans le cadre de la répression de l'immigration aux frontières européennes? Des immigrants qui sont tués, on n'entend rien à ce sujet. On prend des femmes, des hommes et des enfants, on les met dans les mêmes pièces. Pourtant, ce sont ces Européens qui nous apprennent que dans un camp de rétention, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ce que le ministre dit... Non, je n'ai pas terminé. Ce que le ministre dit, ce que le ministre va faire, qui est assez intéressant. Les Africains présents en Europe, que n'apporte-t-il pas aux économies européennes? Beaucoup de plus-values est produite par ces Africains-là. En retour, il faudrait leur assurer un minimum de conditions. Et je pense que la première trouvaille à laquelle va participer Monsieur le ministre Gassama Diaby va servir à cela. Je suis d'accord que les Africains, les immigrés africains, ont leur place dans le processus de développement des pays européens. Je suis entièrement d'accord. Mais je pense qu'il n'y a pas à s'en prendre à l'Europe. Vous êtes Tamba
Je suis désolé, Tamba. Allez, faut pas aller sur ce non mais ils sont en train de faire un très mauvais procès à l'Europe. L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Qu'avez-vous à dire à vos gouvernants? Absolument. Mais si la jeunesse africaine, si les populations africaines sont abandonnées à leur triste sort par leurs dirigeants, que voulez-vous que l'Union européenne fasse? Voulez-vous que ce soit à l'Union européenne de venir contenir cette misère qui s'écoule de l'Afrique vers le vieux continent? Ce n'est pas possible. Il ne revient pas à l'Europe de faire à notre place ce que nous devons faire, ce que nos gouvernants doivent faire. Je pense que c'est important. N'allez pas faire un mauvais procès. Allez, on va évoluer, mon cher. Présidentielle 2015, voilà, date butoir du dépôt des candidatures. C'est aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui. Le deadline, comme le disent les Anglais, la date butoir, c'est ce mardi 1er septembre. Déjà, on a enregistré 6 dépôts de candidatures, dont celui du président de la République. Et on apprend ce matin que M. Lansana Kouyaté serait en route pour également déposer son dossier de candidature. Ensuite, la Cour constitutionnelle examinera à la lumière des textes de loi les dossiers qui lui ont été déposés. Et suite à cet examen, la Cour suprême arrêtera et publiera la liste définitive des candidats devant prendre part à cette compétition électorale prévue, je vous le rappelle, pour le 11 octobre prochain. Donc pour le moment, on devrait enregistrer 7 candidats, ce qui tranche radicalement avec la présidentielle de 2010, à l'occasion de laquelle on avait enregistré 24 candidats. Donc le nombre de candidats est plutôt resserré à l'occasion de cette présidentielle. Peut-être que la caution est passée par là parce que c'est quand même une caution rédhibitoire pour bien des formations politiques. Et c'est pas tout le monde, comme le disait hier Roby. Les grandes gueules. C'est pas le prix des cacahuètes. C'est 800 millions de francs guinéens. C'est quand même une somme astronomique pour bien des formations politiques qui n'ont pas beaucoup de moyens. 80 000 euros. Ouais, mais pour vous, je suis d'accord. Mais je pense que c'est pas le seul facteur. Hein. On est en train d'insister trop sur le facteur caution, le facteur argent. Ouais. Je pense qu'on est en train d'assister à une recomposition. Moi, j'ai juste une question en fait, parce que hier on a parlé tant là-dessus et puis on a posé cette question à savoir, le docteur Faya Milimono, c'est la grosse surprise. Absolument. Mais est-ce qu'on se demande qui finance exactement ces candidats-là? Oui, mais ce sont des contributeurs, ce sont des amis, ce sont des hommes d'affaires, etc. Mais où ils vont prendre l'argent? Mais attention, je veux dire une fois. Non, attendez. Je posais une question. Lamine pose une très bonne question. Lamine pose une très bonne question. Qui finance? Vous savez que. Ce que je pense. Roby, s'il te plaît, ne va pas sur ce terrain. C'est glissant, Roby. Justement. On donne des éléments de réponse. Les grandes gueules. Ce sont les contributeurs. Et les contributeurs sont composés de qui? Sont composés des militants, d'amis. Pas que deux. Pas que deux. Qui d'autre? Ce qu'il faut craindre les grandes gueules dans ce genre de situation. Qui d'autre? Ce qu'il faut craindre dans ce genre de situation, c'est que un mauvais contributeur, comme tu dis, un mauvais mécène, puisse injecter son argent dans votre campagne. Parce qu'après, ça peut avoir de grandes répercussions. Vous avez vu comment ailleurs, dans des pays sérieux, on contrôle la source de financement des partis politiques. Justement. En Guinée, qu'est-ce qui en est fait? Je pense il reste à savoir. Il y a une loi, mais de la loi à la pratique, on a encore ce problème-là. Il faudrait y aller parce qu'on en a besoin. Justement, Tamba, c'est là le chien dent, parce qu'on n'a pas d'instrument pour vérifier en tout cas l'authenticité de tous ces financements, de tous ces montants qui sont mobilisés, à la fois pour payer les cautions, mais aussi pour les dépenses de campagne. Aujourd'hui, il était important que la Cour constitutionnelle prenne toute sa place dans la garniture institutionnelle de la Guinée. Cela n'est pas fait. Comment on va contrôler le plafonnement des dépenses de campagne? Il n'y a aucun instrument qui est à la disposition de la Guinée. Vous parlez donc de cette caution, mais moi j'ai dit il faut aller un peu plus loin, parce que le paysage politique de la Guinée s'est totalement redessiné à la faveur de cette élection présidentielle. Vous avez vu que pratiquement tout le monde est allé se jeter dans les bras du candidat sortant, comme si, par prémonition, on sentait déjà la victoire de ce côté-là.
Vous avez vu tous ceux qui avaient contracté, pratiquement tous ceux qui avaient contracté une alliance avec Ella Selou Dalingala en 2010 ont basculé chez Alpha Condé. Donc, ne vous étonnez pas que le nombre de candidats se resserre parce que ceux-là qui vont avec Alpha, ils n'ont pas besoin de présenter leur candidature parce qu'ils savent de toutes les façons qu'ils n'ont aucune chance. Alors, allez, Moussa. Je pense que la caution, qu'elle soit élevée, n'est pas un critère démocratique parce que la démocratie, elle tient sa base des élections. Et les élections se doivent être... Il faut combien de signatures exactement? Quand on parle de pétition, par exemple, vous vous présentez ici comme candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que, comme le cas de la France, on demande 500 signatures? Non, c'est pas le cas de la Guinée. Je ne pense pas qu'on demande cela, mais je sais que l'un des Donc il n'y a pas de pétition. Vous êtes d'accord avec Djibril finalement à la fin du compte? Parce qu'hier, il a évoqué ici. L'un des critères quand même... Pour la création, l'un des critères quand même pour créer un parti politique, il faudrait que le parti puisse avoir ses pétitions, mais également avoir des bases installées sur toute l'étendue du territoire national. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que 800 millions n'est pas une valeur démocratique, parce que les élections, ce doivent être des élections libres qui permettent à tous les candidats inclusifs, donc qui permet à tous les candidats de pouvoir prendre part. Mais si on doit augmenter la caution pour permettre à ce que des candidats ne puissent pas prendre part aux élections, ça donne beaucoup plus une porte d'entrée à ceux qui déposent des mallettes, donc qui sont dans le blanchiment d'argent, qui déposent très souvent des mallettes à l'approche des élections, surtout présidentielles en Afrique, qui envoient non seulement des mallettes au président sortant, mais aussi aux favoris de l'opposition, parce qu'ils ne savent pas la direction que le vent va prendre. Donc c'est un peu l'inquiétude qui est là. 800 millions, ça peut aussi ouvrir beaucoup de portes à la corruption, beaucoup de portes au clientélisme, et c'est ce qui caractérise d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un contrôle en ce qui concerne les dépenses? Évidemment, je vous pose des questions comme ça. La Cour des comptes, je ne sais pas si elle est là, mais normalement, ça m'étonnerait qu'elle soit là. Le plafonnement des dépenses au niveau de la campagne électorale, il n'y aura aucune, parce que je n'ai pas vu encore un seul rapport concernant une enquête quelconque ou un rapport concernant les dépenses de la campagne d'un quelconque parti politique. Vous ne verrez jamais cela en Guinée, parce qu'on sait très bien que le plafond qui est là, ce plafond est percé, transpercé, on va bien au-delà, parce qu'il n'y a pas de contrôle, alors que les partis doivent avoir les mêmes droits sur le terrain. Merci beaucoup, Moussa Moïse. Allez-y, Roby. Un système de facturation n'est même pas effectif. Qui vous a financé, Moïse? Parce que vous avez mis sur Facebook et vous allez... J'ai 5000 amis sur Facebook. Multipliez 100 millions par 5000 ou 50 millions, vous verrez bien. Voilà. Et ils sont tous blancs. Ils sont tous blancs quand il s'agit de chercher l'argent. Mais attention, même si on met même si on met la caution à 1000 francs, je vais vous dire, on met une caution à 1000 francs. Comment les partis ici à 100 partis, comment les autres partis vont faire pour financer leur campagne? Vous pensez que financer la campagne, c'est égal à 5000 francs? Je dis non. Ça se passe... Non mais attendez, ça se passe dans tous les pays. Ce que je veux dire, ce que moi je veux dire, c'est que tant on n'est pas la question de savoir qui contribue dans un parti politique ou pas. La question est, moi, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est ce toilettage politique auquel nous assistons dans notre pays. Pour une fois, on va compétir de manière sereine, je mets le mot serein entre guillemets, parce qu'on ne va pas assister à un pléthore de partis politiques qui vont battre le pavé de gauche à droite, chacun avec son discours ethno-régionalisme qui va contribuer à fragiliser le tissu social de notre pays. Moi, c'est ça qui me fait mal. Aujourd'hui, je pense que la population va se retrouver, on va plus ou moins se resserrer autour de 7 partis politiques qui vont compétir pour la présidentielle. Et dans tous les pays, il faut regarder, c'est toujours les gros bonnets qui arrivent à s'en sortir. Voilà ce qu'il faut dire. Merci beaucoup. Allez-y. Lamine, vous avez posé une question qui est très intéressante par rapport au contrôle des dépenses de campagne. Vous savez, il y a normalement c'est la Cour des comptes qui devrait assurer ce rôle. Mais en attendant la mise en place de cette Cour, il est prévu dans la Constitution, dans les dispositions transitoires, que les institutions qui existent jouent le rôle des institutions constitutionnelles jusqu'à leur mise en place. Pour le moment, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes n'étant pas en place, c'est la Chambre des comptes de la Cour suprême qui devrait normalement jouer le rôle de la Cour suprême. Mais il y a la question qu'il faille se poser, Tamba l'a subrepticement évoqué, c'est le contrôle des dépenses. Parce que vous savez, on fonctionne selon un système déclaratif. Chaque candidat déclare, voici la provenance de mes sources de financement. Mais la Cour constitutionnelle, même si elle existait, en tout cas la loi organique, je ne sais pas si la loi organique qui réglemente le fonctionnement de cette Cour des comptes prévoit
les moyens dont doit se doter, n'est-ce pas, la Cour des comptes pour pouvoir contrôler efficacement les dépenses de campagne. Ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existait pas dans la loi organique portant organisation, fonctionnement et composition de la Cour suprême. Je pense qu'au-delà de la loi, il faut que la Cour, les institutions constitutionnelles, notamment la Cour des comptes, se donnent les moyens de vérifier, de s'assurer de la véracité des déclarations qui sont faites par les différents candidats en ce qui concerne la provenance des sources de financement. Parce qu'il est interdit dans la charte des partis politiques à un parti politique de recevoir une aide venant de l'étranger. Voilà, bienvenue chez les GG. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Dans un instant, il va s'exprimer chez nous, c'est Maître Sako, évidemment ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, président du dernier cadre de dialogue interguinéen. On le sait, c'est officiel, les Guinéens sont convoqués donc aux urnes le 11 octobre prochain pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ainsi en a décidé le chef de l'État, le président Condé, à travers un décret lu hier sur les ondes des médias d'État. On va revenir longuement sur ce sujet dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième partie, une caravane qui s'étendra donc sur 40 jours et qui sillonnera 26 localités et villes de la Guinée, initiative de l'Union européenne à travers le Centre européen d'appui au processus électoral. L'objectif, s'aimer la parole et de la paix, s'aimer la parole de la paix et de la non-violence pour un scrutin présidentiel apaisé le 11 octobre prochain. Toute l'équipe des GG, on se retrouve dans moins de 3 minutes sur Espace. Il est classé deuxième artiste musicien africain le plus influent au monde. Il est actuellement l'artiste qui provoque une frénésie totale lorsqu'il monte sur scène. En Afrique, il est la personnalité la plus recherchée sur les réseaux sociaux Yahoo et YouTube. 4 fois meilleur artiste africain, 2009, 2010, 2011 et 2013. Il a été nommé dans la catégorie Best Soukous Entertainer aux Iramwa Awards aux États-Unis, ainsi que meilleur artiste africain central au Cora. DiCaprio inonde Conakry le vendredi 18 septembre à 20h au Palmes Camayen et samedi 19 septembre à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Décideurs, commanditaires, associez votre image à ce grand événement de la rentrée. Infoline 00 224 624 625 727 ou le 00 224 655 303 031. Un événement Oudiprod en collaboration avec Alceni Camara Marco. Merci de nous rejoindre. Vous êtes sur Kania Zik FM du côté de Kindia. Et retrouvez l'intégralité de cette émission sur mosaïqueguinée.com juste après la diffusion. Merci de votre fidélité. On va s'intéresser à ceci. C'est officiel. Les Guinéens, en tout cas, sont convoqués aux urnes le 11 octobre prochain pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ainsi en a décidé le président Condé. Et c'est à travers donc ce décret lu hier sur les ondes des médias d'État. On va revenir longuement là-dessus dans un instant avec, pourquoi pas, Maître Cheikh Sako. Il faut le rappeler, il est ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, président du dernier cadre de dialogue interguinéen. Donc il va revenir longuement sur ce décret. On va aller un petit peu avec les messages que nous recevons en direct, donc avec les auditeurs GG au 8037. Cet auditeur qui nous dit, dans un pays où la disparition d'un journaliste privé devient un non-événement pour les autorités, le droit acheter Aliou Gondoy Diallo, Bomboli, qui nous envoie ce message. Je ne sais pas trop, parce que ce message n'est pas venu au complet. Pourquoi on n'entend plus Sidia critiquer le président Condé depuis son retour? Ce Coutouria, c'est de la part de qui exactement? DTS depuis Wanendara. Bonjour les GG, je suis d'accord avec Roby. Alimou Bindi qui nous dit la caution des 800 millions est un obstacle face aux partis qui ne remplissent même pas. Allez. Bien. Allez, on y va là-dessus, Abaka. On va revenir dans un instant. On parle de cet accord parce que, vous l'avez rappelé, le président de la République a pris ce décret convoquant le corps électoral à l'élection présidentielle pour le 11 octobre. Donc c'est officiel. Et cette élection présidentielle, elle est donc la date du 11 octobre, elle est confirmée. Ouais. Donc ce qui devrait se mettre en route, c'est que cet accord devrait être appliqué pour permettre à ce que les Guinéens aillent à ce scrutin dans un climat apaisé. Donc
Mais à date, il y a des embûches sur le chemin de la mise en œuvre de cet accord. Ouais. Je prenais langue avec un commissaire de la CENI hier qui me disait oui, la CENI, on nous dit ouais, nous devons jouer notre partition, mais pour l'instant, on ne sait même pas qu'est-ce que nous devons faire. Concernant le fichier électoral, jusqu'à date, le comité d'experts qui doit être mis en place pour auditer le fichier et aller à son épuration, ce comité d'experts n'est pas mis en place. La question de la recomposition des 128 communes urbaines et rurales n'est pas réglée, tout comme la question de la désignation, en tout cas du remplacement des 2 commissaires décédés au niveau de la CENI. Donc, à date, aucun point de cet accord global n'a été mis en œuvre. C'est important donc d'aller en savoir auprès de celui qui a dirigé, patronné ce cadre de dialogue. Ouais. Allez-y, Roby. Alors, à la proportionnelle, on sait que c'est le parti au pouvoir qui a remporté les élections législatives. Donc, est-ce que l'opposition s'est rendue finalement compte d'une erreur qu'elle aurait commise et cherche à en créer d'autres pour ne pas permettre? Mais de toutes les façons, à date, elle participe à l'application des accords. Mais elle participe. De toutes les façons, parce qu'elle a participé à la discussion, elle a participé à la signature, elle est d'accord sur ce texte, donc elle est partie intégrante dans l'application de cet accord-là. Les grandes gueules. La crainte, c'est qu'à date, on n'arrive pas encore à appliquer cet accord-là, mais pendant ce temps, le président a appelé le corps électoral le 11 octobre prochain. Nous allons faire les élections, les résultats vont paraître, nous allons assister à des contestations, c'est ce qu'il faut éviter. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être responsable. Toi, tu rêves, hein, Roby, mais il faut... Il y a toujours des contestations après les élections. Oui, mais non, les contestations dans le contexte guinéen, on les connaît. Ouais. Les contestations ne sont pas que des contestations des résultats. Après, ça se transpose. La particularité, c'est que ces contestations se transposent dans les rues. Et dans la rue, ça devient la violence, ça devient des pertes de vies humaines, ça devient du gâchis humain. C'est ce qu'il faut éviter dans ce pays. Les élections, ok, on va aller aux élections en octobre, les résultats vont paraître, il y a des problèmes en amont qu'il faut résoudre, on a discuté, on est tombé d'accord sur des textes, qu'on s'asseye et qu'on voit dans le moindre mal ou dans la moindre mesure comment appliquer ces textes-là pour au moins réduire ou alors rendre les futures contestations intelligentes. Parce que la contestation, c'est auprès de la Cour qu'il faut contester quand on n'est pas d'accord sur les élections. Mais bientôt, on va assister à d'autres choses. Ah, on avait un accord, on n'a pas mis en place. Les conseils communaux qui ont participé aux élections ont contribué à tricher en la faveur du pouvoir en place. Voilà des discours auxquels on risque d'assister. Alors que pour le moment, aujourd'hui, on a encore quelques temps. Il faut que les partis politiques s'asseyent et discutent comment ils peuvent s'entendre pour la mise en place ou l'effectivité de cet accord-là qui va nous éviter beaucoup de choses. Si sur les 3 points essentiels de cet accord politique global, à savoir la Commission électorale nationale indépendante et également le fichier électoral, mais aussi la recomposition de ces conseils communaux, si ces 3 points essentiels de cet accord politique global ne sont pas appliqués, ce n'est pas au sein de l'opposition qu'il faut aller chercher le coupable. C'est au niveau de la mouvance, c'est au niveau du pouvoir en place, mais surtout aussi demander à ceux qui ont chapeauté ce dialogue durant tout ce temps. Je pense que c'est là où se pose la question. Si on a pris tout ce temps, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce que le président convoque le corps électoral, ça donne beaucoup raison à certains observateurs qui avaient dit que le pouvoir a joué à la montre. Parce que je me rends bien compte de la difficulté sur le terrain d'épurer un fichier aussi compliqué, nous dit-on, avec la mise en place d'un comité technique qui va se charger de sa consolidation, de sa finalisation. Mais comment ça va se faire? Est-ce qu'ils vont avoir le temps nécessaire pour le faire? Avec quelle expertise? Comment tout cela va être choisi? Je pense qu'on a pris assez de temps. Et tout cela, tout ce qui ne sera pas fait maintenant pour mettre les partis en confiance, ceux qui vont aller à la présidentielle. Parce qu'on ne prend pas un scrutin que l'on sait d'avance transparent. Mais si vous savez qu'il est déjà truqué, biaisé, vous vous préparez à des conséquences conflictogènes, il faut le dire réellement. Et donc, pour éviter cela, je pense que la responsabilité incombe au président de la République, qui a lui-même qualifié l'accord d'illogique. Il lui appartient de tout mettre en œuvre pour que les points soient appliqués. Ce n'est pas de la mer à boire, c'est au nom de cette même paix, de cette même quiétude sociale. Et Aboubacar Diallo a posé bien la question. Qu'en est-il de l'application de cet accord? Voilà. Il faudrait que ça se fasse. La volonté doit venir de là-bas. Bien. Parce que c'est pas ailleurs où ça se trouve. Écoutez, je suis d'accord avec Roby que les élections en Afrique sont généralement conflictogènes. Mais ces accords, je l'ai dit hier, risquent de créer beaucoup plus de problèmes qu'ils ne créent de solutions. Parce que ces accords... Pourquoi vous êtes fataliste à ce point? Non, je ne suis pas fataliste. Suivez mon raisonnement. Allez-y. Suivez mon raisonnement. Ouais. Nous sommes à 40 jours d'une élection présidentielle. Ouais.
est-ce que la question que vous devez vous poser, est-ce qu'on dispose du temps matériel nécessaire, non seulement pour élaguer le fichier électoral, est-ce qu'on dispose du temps matériel nécessaire pour procéder à la recomposition de, tenez-vous bien, de 128 conseils communaux? Posez-vous la question, est-ce que ce temps matériel dont on dispose peut nous permettre de parvenir à ces résultats? Moi, je reste assez sceptique. Pour ma part, j'estime que ces accords sont plutôt un tape à l'œil parce qu'il faut bien signer des accords, mais il faut s'assurer de leur faisabilité. Ça ne sert à rien de venir accoucher sur un papier quelques écritures et ne pas se donner les moyens de mettre en œuvre ce qu'on a écrit. C'est ça le problème. Allez-y, Tamba. Alors, je crois que je rejoins d'une part l'avis de Djibril lorsqu'il dit que ces accords sont en quelque sorte un tape-à-l'œil. Je n'en dirai pas totalement, mais il y a des éléments qui peuvent me permettre de le dire. Je vais vous dire, on dit un comité d'experts en vue de réviser, de toiletter le fichier électoral. Mais en fait, je ne vois pas en quoi c'est un comité technique. Parce que simplement, il y a 2 représentants de l'opposition, 2 représentants de la mouvance présidentielle. Est-ce que ce n'est pas le même schéma qu'on avait à la CENI, exception faite des experts internationaux? Finalement, c'est la même représentation. C'est un comité politique qu'on a voulu baptiser comité technique. Cette opposition le sait. Malheureusement, il y est allé. Je pense qu'elle sera pour cela toujours coupable. Mais il faut dire une chose. Le président de la République vient de prendre un décret important, un décret crucial. Combien de temps nous reste-t-il? C'est la grosse question. Aujourd'hui, nous n'avons plus, à mon avis, matériellement, on aurait dû, les conclusions de cet accord auraient dû déjà être mises en œuvre. Mais rien n'a été. La grosse question que je me pose, est-ce que cette date, même si le président a pris le décret, cette date... Mais non, c'est déjà fait. C'est déjà fait, non, il faut le savoir, c'est définitif. C'est définitif, mais sauf, je sais pas, tremblement de terre, et qu'on ne souhaite pas. Mais ce qu'il faut dire... C'est important qu'il ait fait cela parce qu'on attendait déjà dans la presse ces derniers jours des candidats dire que c'est pas exclu qu'on boycotte la date. Donc, le fait qu'il ait déjà pris ça en respectant la loi, ça permet de mettre des garde-fous. Je pense que c'est important. Moi, j'entends tous les scepticismes qui ont été exprimés et qui sont d'ailleurs qui se disent aussi dans le milieu politique. Mais posons-nous la question, les vraies questions sur ces 3 points d'accord. En ce qui concerne la CENI, le remplacement des 2 commissaires décédés, à qui la faute? Pourquoi traîne-t-on le pied aujourd'hui pour remplacer ces 2 commissaires? Non, c'est extrêmement important. Allons point par point. Je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit, ni au cadre de dialogue, ni au pouvoir, ni à la mouvance présidentielle. Il revient à l'opposition de s'entendre sur les 2 noms qui doivent être donc communiqués au sein de la CENI, donc ils vont venir remplacer les 2 commissaires décédés. Je pense qu'à ce niveau, c'est assez clair. Maintenant, pourquoi jusqu'à date, on n'a pas nommé les 2 représentants de la mouvance et les 2 représentants de l'opposition pour constituer ce comité d'experts? Posons-nous la question. C'est pourquoi c'est important qu'on entende Maître Cheikh Sako sur les difficultés qui jonchent, les obstacles qui jonchent la mise en œuvre de cet accord. Maintenant, sur l'autre point de l'accord, c'est la recomposition des 128 conseils communaux. Pourquoi, jusqu'à date, on n'arrive pas à recomposer en fonction de la proportionnelle, du résultat de la proportionnelle des dernières législatives? Je pense que ce sont des questions importantes. Il faut qu'on sache à quel niveau ça traîne. Parce que hier, pas plus tard qu'hier, on relevait, en tout cas, selon ce qu'on a lu dans la presse, selon ce qui a été diffusé dans les médias d'État, les différentes communications du ministre de l'administration du territoire et de ce ministre Cheikh Sako qui ont appelé les partis à désigner leurs représentants dans les différents comités et au niveau des conseils communaux. Je ne peux pas comprendre qu'à date, personne n'ait fait le pas. Allez-y, Moussa Moïse. On sait bien que tout le temps qu'on a perdu au cours du processus, au cours du scrutin présidentiel durant le scrutin présidentiel de 2010, on sait bien l'écart qu'il y a eu pendant les 2 tours. Par exemple, on sait aussi une chose, on sait que parmi les points, en ce qui concerne la mise en place du comité technique chargé de la consolidation du fichier, il y a certes l'opposition, il y a certes la mouvance, mais il y a également la société civile. Et j'aimerais appeler cette société civile à agir.
parce que c'est quand même cette structure de veille. C'est une sorte de sentinelle démocratique. Il faudrait qu'elle prenne ses responsabilités. Les politiques ne peuvent pas noyer le peuple de Guinée alors que le peuple a une certaine représentativité au sein de la société civile. Ces organisations qui existent, qui aiment bien mettre en place des délégués ou, je ne sais pas, des groupes d'observateurs dans les différents bureaux de vote, c'est maintenant qu'ils doivent se lever pour aller auprès de ces acteurs afin que le pays ne puisse pas encore ouvrir une autre brèche de crise. Il faudrait donc que les structures de CNOX, que sais-je encore, prennent leurs responsabilités, qu'ils partent voir les présidents de ce cadre de dialogue, qu'ils disent au peuple où est-ce qu'ils en sont, parce qu'on n'a pas envie de crise et on a envie aussi d'une société civile forte qui joue pleinement son rôle. Allez-y, Roby. Ce que je veux dire, c'est que les 3 points cités dans cet accord-là, qui semblent être la solution au nœud gordien autour de cette élection présidentielle, ce ne sont pas des 3 points qui sont tombés du ciel, mais ce sont des réclamations de cette même opposition-là. Qu'on se souvienne, il faut un peu faire mémoire. C'est cette opposition-là qui a dit que dans la CENI, nous ne sommes pas assez représentés, donc nous n'avons pas... Attendez, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Vas-y, Roby, mais tu perds du temps, là. Nous ne sommes pas assez représentés, donc nous n'avons pas confiance en cette institution-là. Ils ont l'occasion de remplacer leurs 2 membres qu'ils ont accusés de migrer vers le pouvoir en place. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ils nous ont dit non, mais les conseils communaux qui sont là, on n'a pas confiance en eux parce que le président Alpha Condé a destitué ceux qui étaient de notre côté et a mis que des gens qui lui font allégeance. On leur dit bon, allons-y en fonction des résultats législatifs, désignez-vous. Ils vont pas quand même rester à la maison. C'est pas le président de la République qui va les appeler pour leur dire bon, écoutez, on a choisi telle personne dans votre camp pour être installé à Dixine, etc. C'est à eux-mêmes de faire le premier pas. Donc, ils sont partie intégrante de l'application de cet accord-là. Le toilettage du fichier électoral, c'est cette même opposition qui a crié sur tous les toits que le fichier électoral n'était pas un fichier de confiance parce qu'on a recensé des enfants de 9, 8, 10, 12 ans. On a entendu Dr Fodéoussou à cheval sur ce sujet-là. Ils ont l'occasion de toiletter le fichier électoral. C'est l'occasion... Encore une fois, il faut rappeler les gens leurs responsabilités. Lorsque vous réclamez, on vous dit bon, allons-y, faisons ceci, participez. Ne croisez pas les bras pour après nous dire non, mais on nous a pas appelé à participer au toilettage du fichier électoral. On nous a pas appelé au téléphone pour nous dire désignez vos conseils communaux. On nous a pas dit ceci, on nous a pas dit cela. Que cette opposition arrête de pleurnicher, sinon c'est elle qui va perdre, c'est tout. Merci beaucoup, Roby. Allez, on va venir dans un instant, mesdames et messieurs, avec vous, commandant Barry, à l'écoute de l'émission. Bonjour les GG. Oui, c'est vrai, l'Europe ne peut pas recevoir toutes ces misères du monde, mais elle a participé à approuver le reste du monde. Et on a aussi Tiyan de Koza qui nous écrit « Je ne vous comprends pas sur le problème de l'immigration. La mine l'Europe n'est pas quand même obligée de vous accueillir chez eux. Eh bien, ces Européens doivent même porter plainte contre nos dirigeants. » Voilà. Allez, sinon, il n'y a pas de problème. On va venir dans un instant avec toute l'équipe. Vous l'avez attendu depuis plus de 3 ans. Il en a mis du temps. Du temps, il en fallait pour un album costaud dans le temps. Après 3 ans d'attente, Antoine Flingo vous propose son dernier album, Mon Chemin. Le jour de la fête de Tabaski, au Palais du Peuple de Conakry. Commanditaires, décideurs, associez votre image à ce grand concert événement. Contact 00224 628 70 99 60 ou 00224 664 34 35 50. Le jour de la fête de Tabaski au Palais du Peuple, c'est le concert événement Antoine Flingo, une production Benedi Records en collaboration avec Adafo Régie.